son micro. Bonjour à tous. Le go donc, pour l'enregistrement. Donc, bonjour à tous. Petit rappel pratique, hein, quand vous arrivez, donc vous n'avez pas accès à vos micros. Par contre, vous pouvez interagir donc, via le chat et poser vos questions qu'on essaiera de surveiller au fur et à mesure ou de les reprendre à la fin de la présentation pour répondre au maximum à vos questions. Donc, ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement, ce qui nous permettra donc de vous envoyer le replay à l'issue de cette petite heure qu'on va passer ensemble. Donc, je pense qu'au niveau du son, du coup, ceux qui n'entendaient pas, maintenant qu'on démarre, vous devez nous entendre. S'il y a des soucis techniques, hein, n'hésitez pas à l'indiquer et puis on essaiera de voir si on peut améliorer des choses. Et je vous propose donc qu'on démarre dès à présent. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, si ça va bien. Voilà. Donc, Loïc Paul, expert comptable associé, donc en ayant particulièrement en charge donc, le secteur de l'économie sociale, hein, en travaillant avec notre comité national qui vous propose toutes les publications sur nos sites, les services qu'on peut vous proposer, et puis plus directement le développement pour la région Inextinso Centre-Ouest et l'agence de Chartres sur laquelle je réside. Et donc, pour ce webinaire, je serai accompagné par Pierre Lallemand qui va se présenter. Bonjour à tous, donc Pierre Lallemand, moi je suis directeur juridique du cabinet de Bordeaux et puis sur toute la région sud-ouest. Et puis j'interviens sur tous les sujets juridiques de nos clients et notamment dans le secteur associatif et de l'économie sociale et solidaire. Donc ça va de la création d'associations jusqu'à l'ensemble des documentations juridiques et questions que vous pouvez être amené à vous poser dans le cadre de vos activités associatives. Merci. Et donc, on va rentrer directement dans le cœur du sujet, donc de ce contrat d'engagement républicain. Alors, ce contrat d'engagement républicain, je pense que vous avez déjà vu ou entendu pas mal d'informations sur le sujet, mais ça nous semblait important de revenir dessus parce que ça va être un élément important dans les mois et années à venir pour toutes les associations. Depuis le 1er janvier 2022, ce contrat, c'est une condition impérative qui est imposée à l'ensemble des associations et des fondations, puisqu'il y a quelques petites subtilités entre les deux, qui souhaitent soit obtenir des aides publiques, on va voir à quoi ça correspond tout à l'heure, ou accueillir un jeune dans le cadre d'un service civique. Donc c'est un engagement qui représente en fait une série d'engagement juridique dans un document unique qui prend la forme d'un contrat, donc là aussi on vous réexpliquera tout à l'heure à quoi ça correspond, et qui permet finalement à l'administration ou aux organismes qui donneraient des aides publiques ou qui permettraient l'accueil d'un jeune en service civique, de vérifier en fait qu'on répond à un certain nombre de critères et de principes fondamentaux de la République. Finalement, ce qu'on a appelé un système de concorde républicaine, c'est-à-dire respecter un certain nombre d'engagements qu'on considère fondamentaux. Et là aussi, on va revoir le détail. Alors, c'est un texte qui est finalement attendu depuis pas mal de temps, puisqu'en fait, ça fait suite à une loi de 2000 déjà, qui avait été reprise en suivant dans le cadre de la loi du 24 avril 2021, et qui crée ce cadre juridique qu'on va vous expliquer. Avec un petit prérequis néanmoins qui est important, c'est qu'on est dans un cadre de texte qui est assez particulier, qui est applicable depuis le 1er janvier 2022 et qui s'applique aussi bien aux nouvelles associations qu'aux associations qui existaient déjà auparavant, pour toutes les aides et tous les accueils de services civiques qui vont commencer à partir du 1er janvier 2022. Donc, on va revenir un petit peu en détail sur l'ensemble de ces éléments. Du coup,
Paul, si tu peux nous réexpliquer un petit peu justement l'origine de ce texte, qu'on revienne dessus. Alors, donc, un petit historique pour qu'on comprenne effectivement d'où ça vient et pourquoi voilà, on a quelques interrogations sur la mise en pratique de ce texte. Donc, comme l'a dit Pierre à l'instant, on avait déjà donc la loi du 12 avril 2000 qui encadrait les versements de subventions avec des conventions à mettre en place et un certain nombre d'obligations à respecter. On a donc tout ce questionnement que le gouvernement a eu ces dernières années sur ses moyens donc de lutter contre la radicalisation de manière générale en France, donc qui a donné lieu notamment donc à un rapport du Sénat donc qui a été présenté le 7 juillet 2020 sur cette thématique, puisque le titre du rapport, c'était bien une commission d'enquête donc pour les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamique et les moyens de la combattre. Donc c'était déjà un rapport assez précis qui a donné lieu aux différents discours donc, que le président de la République a prononcés, donc soit à l'occasion donc du 150e anniversaire de la République, donc le 4 septembre 2020, où là il parlait donc principalement du respect des valeurs de la République, du respect du drapeau français, et puis suite aux événements au Mureaux, donc le 2 octobre 2020, en visant plus spécifiquement le problématique de l'islamisme radical. Donc à l'issue donc de toutes ces discussions, on a cette loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, donc qui est sortie et qui avait donc pour objectif d'apporter des réponses donc au repli communautaire, au développement de l'islamisme radical, en renforçant donc ces principes républicains et en apportant des modifications aux lois sur les cultes. Et comme toujours, donc après le 21 août, donc on a attendu le décret d'application donc qui est sorti le 31 décembre 2021 et qui a défini plus précisément le contrat d'engagement républicain. Alors, du coup, c'est vrai que vous voyez là, ça s'inscrit dans un parcours un peu historique qui date presque d'une vingtaine d'années, avec une sorte d'accélération, on peut dire, sur les derniers mois ou les dernières années, avec néanmoins une philosophie qui existe déjà depuis un certain temps, puisque déjà en 2014, on avait un premier document qui avait été mis en place, qui s'appelait la Charte des engagements réciproques. Alors, c'est un document qui est souvent passé un peu à travers du monde associatif, à votre décharge d'ailleurs, parce que c'est une charte qui prévoyait depuis 2014, en février, qui prévoyait que notamment, on s'engageait à respecter un certain nombre de principes, mais qui étaient des principes assez généraux, notamment dans le cadre de demandes de subventions. C'était de pouvoir retracer en fait l'utilisation qui allait être faite des deniers publics, mais dans une version qui était finalement assez économique à l'époque. Vous allez voir que tout à l'heure, quand on va redétailler le contenu du contrat d'engagement républicain, on n'est plus réellement sur le même champ de réflexion, on est plutôt sur des principes moraux, des principes généraux et fondamentaux de la République, et plus simplement sur des principes économiques, de bonne utilisation en fait des fonds publics comme on avait dans la charte d'engagement réciproque. Et puis cette charte des engagements réciproques, pourquoi elle a eu finalement peu d'effets pratiques? Parce que d'abord, personne ne s'assurait qu'on respectait réellement ou pas ces engagements et il n'y avait pas d'engagement formel écrit. À la différence de ce contrat d'engagement républicain aujourd'hui, qui est réellement fondé comme un acte juridique, c'est un acte unilatéral, il est défini comme ça dans le texte, et c'est réellement un acte qui a vocation à créer un certain nombre d'obligations à la charge des associations qui vont le signer. Donc c'est là où on insiste quand même sur un point important, c'est qu'il ne s'agit pas de signer cet acte
en pensant que ça n'est qu'une formalité purement administrative conjointe à un dossier de subvention, parce que ça pourrait être présenté comme ça, parce que pour celles et ceux qui ont déjà fait des demandes de subvention depuis janvier 2022, les formulaires administratifs de demande de subvention, en fin de document, vous avez une annexe dans laquelle finalement on vous fait attester que vous avez signé ou que vous avez pris des engagements qui sont prévus dans ce contrat d'engagement républicain. Donc ça pourrait être tout à fait anodin, mais vous allez vite voir dans le contenu et dans le formalisme que c'est assez engageant. Mais c'est pas On va revenir simplement un dessus, engagement moral. Pierre, juste pour, avant de rentrer sur la partie d'engagement unilatéral, juste pour finir effectivement entre la charte, en fait, la charte en 2014, il y a eu en même temps une modification à la loi du 12 avril 2000, sauf qu'à l'époque, donc cette charte n'a pas été inscrite. Là, ce contrat d'engagement républicain, il y a eu cette modification dans cette loi du 12 avril 2000, elle a été modifiée donc, dans son article 10.1. Désormais, le contrat d'engagement républicain y figure comme une condition, ce qui n'était effectivement pas le cas de la charte. Et donc, on a cet fameux engagement unilatéral qui est pris et du coup qui juridiquement a des conséquences. Donc, si tu peux expliciter un petit peu, voilà, ces conséquences de signer un acte unilatéral. Ben, tout à fait, parce que c'est vraiment, comme c'est un contrat unilatéral, en fait, c'est un engagement que vous allez signer, c'est-à-dire que c'est finalement les représentants de l'association qui vont signer ce contrat, dans lequel on va déclarer un certain nombre de choses, un certain nombre d'engagements juridiques, qu'on s'engage soi-même à respecter, mais finalement que l'association s'engage à respecter. On va voir que même ça peut aller beaucoup plus loin, c'est pas simplement l'association en tant qu'entité, mais finalement c'est tous ses membres à un moment donné. Donc c'est un acte qui est extrêmement engageant et qui peut être complexe à gérer, on va le voir derrière, suivant le nombre de personnes qui participent à l'association, à ses activités, à son fonctionnement quotidien. Donc, on est effectivement sur un acte qui a des conséquences importantes, qui vise toutes les associations et les fondations, c'est-à-dire que le texte ne prévoit pas de limiter particulièrement le champ d'application de cet engagement unilatéral. Il vise toutes les associations et toutes les fondations qui entendent être éligibles à des subventions publiques ou accueillir un jeune en service civique. Donc finalement, si vous voulez, c'est un prérequis pour pouvoir rentrer dans le champ d'application des aides publiques et également pour ceux qui voudraient accueillir un jeune dans le cadre d'un contrat de service civique. La question qui a été posée très rapidement sur le champ d'application de ce texte était justement de définir qu'est-ce que c'était qu'une subvention publique. Donc, avant de dire, parce que là, tu es un peu en avance sur le diaporama, donc rappeler qu'effectivement... On ne voit pas défiler, par contre. Tu le vois pas, toi? Bah, normalement, non. C'est bon, ce que j'ai J'espère que partagé. tout le monde le voit bien défiler. A priori, oui, on n'a pas eu de remarques. Donc là, en contrepartie de cet acte unilatéral, effectivement, il y a des sanctions qui sont prévues. Donc, ce qui est le diaporama ne défile pas. Ah bah, donc, effectivement, je vais refaire le partage comme ça. Hop. Donc, est-ce que cette fois, c'est bon? Donc, est-ce que vous voyez bien tous la diapo où on est sur... Qu'est-ce que c'est? OK. Parfait. Bon, on va reprendre la suite. Ça a l'air bon. Alors, pour certains, c'était OK depuis le début. Pour d'autres, non.
Donc, Alors, je peux juste en profiter pour répondre à une question que je ne vois voit pas apparaître. que je vous invite peut-être à vous déconnecter, vous reconnecter rapidement, comme ça vous allez avoir plus de chances que ça refonctionne. Tu avais une question, c'est ça qui a été Alors, posé? effectivement, il y avait une question à savoir si les congrégations religieuses sont concernées. Bien évidemment, oui, puisque dans la mesure où elles ont une forme associative, au même titre que les associations, on va voir après sur plein de sujets. Encore une fois, quelle que soit la nature de l'association et son objet associatif, elle rentre dans le champ d'application. Et on va voir qu'à certains égards, d'ailleurs, ça peut poser des difficultés d'interprétation, puisqu'en fait, on a un cadre, encore une fois, d'engagement qui est générique, qui a vocation à s'appliquer à toutes les associations. C'est toujours le paradoxe de ces textes, d'arriver à faire un cadre qui s'applique à tous, en essayant malgré tout de ménager à quelques endroits, on va le voir tout à l'heure, des subtilités suivant certains objets associatifs. Et encore une fois, Loïc le rappelait en préambule, il ne faut pas omettre quand même le cadre historique dans lequel ce texte a été mis en place et l'objectif qui était poursuivi. Donc c'est vrai que ça peut éventuellement entraîner des difficultés d'interprétation. Personnellement, j'ai Donc diapo, j'espère que ça a changé pour tout le monde. là, Même si moi logiquement, oui, c'est déjà dit. suis sur le bloc. Ok. Donc, on reprend, excusez-nous pour cette petite difficulté technique, mais voilà, on insiste vraiment sur ce point parce que c'est quand même un élément qui est assez engageant pour les dirigeants associatifs, notamment, de signer ce document. Donc, il s'agit bien évidemment, dans l'intérêt de l'association, d'aller chercher éventuellement des subventions ou d'avoir un jeune en service civique. Il ne faut pas non plus se retrouver avec des engagements qu'on aurait des difficultés à respecter ou à contrôler. Alors, on va voir les engagements plus tard, ils sont assez génériques, encore une fois, donc il n'y a pas réellement de difficultés pour la plupart des associations, mais néanmoins, il y a des mesures de contrôle qui vont devoir être mises en place au sein de l'association. On évoquait la Sur les question quelques des... notions, voilà, notions juridiques des différents termes. Alors, on évoquait la notion de subvention publique. La question, effectivement, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que ce type de subvention. Ça peut être des aides financières qui sont attribuées à l'association, donc ça peut être des fonds directement versés, mais ça peut être aussi, et c'est souvent mal compris, la mise à disposition en nature de certains services ou de certains biens qui sont des biens publics et qui sont mis à disposition d'une association. Ça peut être par exemple le fait de mettre à disposition gratuitement par une mairie ou une collectivité publique ou territoriale un local à une association sans demander de redevances ou en laissant utiliser des locaux temporairement ou sur une certaine durée, sans demander quoi que ce soit, ni même la prise en charge d'électricité ou d'eau, par exemple. Ça, en soi, c'est une forme de subvention publique qui peut exister. Après, on a effectivement par qui ces sommes ou ces mises à disposition sont versées pour définir si on rentre dans le cadre de cette obligation. Effectivement, de manière assez large, qui est-ce qui peut être amené à verser ou à mettre à disposition ces aides ou subventions publiques? Ben, ça peut être l'État lui-même, ça peut être, on l'a dit, les collectivités territoriales au sens général, mais ça peut être toutes les formes d'établissements publics, qu'ils soient administratifs ou même commerciaux, qui, par exemple, mettraient à disposition des biens ou des services d'une association à un tarif privilégié, par exemple. Le fait de ne pas les facturer pour un établissement public commercial au prix normal et de les sous-facturer à une association pourrait être compris comme une subvention publique. Et puis, il y a également les organismes de sécurité sociale. On l'a dit tout à l'heure également, associations et fondations, ben, ça vise
l'ensemble des associations et fondations qui sont visées dans la loi de 1901. Donc, quel qu'en soit l'objet, quelle qu'en soit la forme, quelle que soit leur particularité, elles sont toutes visées par ce texte-là, encore une fois, à partir du moment où on vient solliciter des subventions ou la possibilité de signer un accueil d'un jeune en service civique. Alors, quelques questions qui sont posées, auxquelles je vais essayer de répondre rapidement et on pourra reprendre en fin si ce n'est pas assez précis. Donc, effectivement, subvention, il faut se remettre dans le contexte, hein, de la définition du nouveau règlement comptable, hein, qui précise bien qu'une subvention est versée de manière discrétionnaire par une autorité administrative et donc ne s'impose pas. Donc, tout ce qui est questionnement sur les produits de tarification, il y a une contrepartie qui est donnée, hein, puisque c'est en contrepartie d'un service. Donc, à regarder dans le détail de ce qu'on entend dans les produits de tarification, parce qu'il peut y avoir des subtilités, mais d'une manière générale, effectivement, il faudra se reporter à cette définition pour voir si c'est bien discrétionnaire ou si le fait de proposer le service fait qu'on a, parce qu'on a l'agrément, on a nécessairement ce versement qui est réalisé, s'il y a des contreparties qui sont liées en termes d'engagement, de prestations, etc. Et donc, on n'est plus dans une subvention, mais dans une contribution financière publique. Et puis sur le fait d'émettre des reçus fiscaux, le don et le mécénat, ce ne sont pas des subventions, puisqu'en face, ce n'est pas du coup une autorité administrative qui verse, mais une personne morale de droit privé ou une personne physique lambda qui fait son don. Donc on n'est pas dans le cadre de l'autorité administrative et donc pas dans le cadre de subvention, donc pas dans cette obligation de contrat d'engagement. De la même façon, il y a certains types d'aides qui sont données par des organismes publics. Je pense notamment au forfait communal qui est donné par les mairies pour les organismes de gestion d'enseignement. Il est clairement reconnu aujourd'hui qu'il ne rentre pas dans ce mécanisme-là, dans la mesure où c'est une obligation légale qui est imposée aux communes dans le cadre de l'accompagnement à l'enseignement. Donc, vous voyez, il y a activité par activité, type d'association par type d'association, il y aura des particularités. Là, encore une fois, avec Loïc, l'idée, c'est de vous dire, il y a effectivement un cadre juridique de ce qu'on définit comme étant des subventions publiques. Ce nouveau texte-là n'a pas vocation à remplacer cette réglementation sur les subventions publiques. Elle ne fait que s'ajouter à ça. Elle ne redéfinit pas ce qui devrait être considéré comme une subvention, en fait. Tout à fait. Puis pour les deux dernières questions, donc, les aides au poste, clairement non, dès lors que c'est une aide, quel que soit l'organisme qui présente, on a le droit à l'aide au poste parce qu'on embauche un salarié qui remplit les conditions. Voilà, c'est automatique, donc ce n'est pas la nature de subvention. Et pour l'ADEME, je vais voter en touche pour revérifier son statut. Il me semble que c'est un statut de droit privé, mais voilà, pour vérifier si on est dans le cadre d'un EPIC ou pas, pour voir si on rentre dans ce cadre-là. Mais s'il est complètement de droit privé, du coup, ce ne serait pas une subvention. Donc, on parle depuis tout à l'heure du contrat d'engagement républicain. Donc, comment il se matérialise, hein. Donc, c'est ce document que vous voyez sur la gauche, donc qui est l'annexe au décret du 31 décembre 2021, qui est ce contrat avec donc les sept engagements et le rappel des textes. Donc, c'est ce document et ce document uniquement qui est ce contrat d'engagement républicain. Donc, c'est celui-là qu'il conviendra de signer et donc, le cas échéant, de joindre. Donc là, alors, en espérant que ça fonctionne bien, normalement, hop, je vous montre juste voilà, le dernier modèle de CERFA, de demande de subvention, hein, de formulaire unique qui a été mis en place. Et on va bien retrouver à la fin. Donc, du coup, on ne nous demande pas de joindre ce contrat, mais on a un engagement sur l'honneur où on va déclarer donc, que l'association a bien souscrit au contrat d'engagement républicain annexé au décret. Donc, hein, c'est bien celui-ci dont il est question. Et pour autant, on retrouve encore la charte des engagements réciproques qui y figure et
sur lesquels on demande de s'engager. Donc ça, c'est le modèle unique. Mais Donc vous après, voyez bien, selon les autorités, il peut y avoir des différences. Et ce qu'on évoquait avec Pierre en préparant ce webinaire, c'est qu'on a, en fouillant, pu retrouver des communes ou des départements qui vont proposer des modèles de contrats d'engagement républicain sur lesquels, en fait, certaines obligations complémentaires ont été apportées et qui n'est pas le strict texte du décret du 31 décembre 2021. Donc attention quand voilà, vous signez ou vous cochez un texte annexé à une demande de subvention préformatée par une autorité, à bien vous assurer si c'est bien le texte original ou s'il a été modifié dans ces termes. Oui, tout à fait. Et juste une petite précision sur ces demandes de subvention. Le formulaire, vous ferez bien attention, il y a quand même un sujet purement sémantique, mais quand même qui veut dire quelque chose. C'est que dans cette petite annexe que vient de vous montrer Paul, on vous dit bien que vous attestez avoir souscrit le contrat d'engagement républicain, ça veut dire signer ce contrat, mais vous vous engagez aussi à respecter les principes de la charte d'engagement de 2014. Donc je vous invite quand même à vous replonger dans les engagements qui figuraient dans cette charte, parce que néanmoins, même si on ne signe pas le document, puisqu'il n'y a jamais eu de formalisme particulier pour signer ces engagements, on vous fait attester que vous en respectez les principes. Donc ça suppose d'ores et déjà quand même de les connaître aussi, puisqu'ils ne sont pas exactement les mêmes que les engagements on va redévelopper ici. Tout à l'heure, on évoquait juste deux petites précisions sur les associations qui sont reconnues d'utilité publique. Elles sont présumées remplir par principe les engagements du contrat d'engagement républicain. C'est pour ça qu'on l'a évoqué en particulier dans les associations tout à l'heure. Le fait d'être reconnu d'utilité publique dans le travail préalable avant d'obtenir cet agrément de RUP, justement, on s'assure qu'on va vérifier maintenant ces engagements républicains en même temps qu'un certain nombre d'autres engagements. Donc, par présomption, elles sont déjà considérées comme ayant accepté ces principes-là. Et puis, voilà. Donc, l'idée, c'est de vous présenter sommairement dans le support, et vous le retrouverez de toute façon en détail, le contenu de ces engagements. Ces engagements, Donc, ils ont été... je vois le temps qui oui. file. J'ai pas entendu, excuse-moi. Je dis, on va essayer d'accélérer un petit peu sur la présentation des 7 engagements, parce que je vois le temps qui défile. On va pas les détailler tous. Le texte, de toute façon, est strictement identique à celui que vous avez dans le contrat d'engagement type qui a été mis en place. On a juste mis sur chacun en exergue un certain nombre de sujets. Le premier, c'est respect des lois de la République. Ce principe, il est finalement assez simple à respecter, mais ça suppose que les associations ne doivent entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public. Ça pose éventuellement des difficultés sur le fait de savoir ce que c'est que inciter à entraîner des troubles graves à l'ordre public. Alors, grave plus ou moins, mais vous voyez bien que le fait d'inciter ou pas nécessite pour les dirigeants associatifs que vous pouvez être, ou membres d'associations, de s'assurer et de contrôler en interne les propos qui vont être tenus en public par l'association, que ça soit au nom du groupement ou dans le cadre de manifestations dans lesquelles le groupement va participer. Donc il peut y avoir une vraie difficulté justement à suivre cet engagement, même si sur le principe, il semble relativement simple à envisager. Il faut bien considérer que néanmoins, c'est un engagement qui existe dans le Code de la sécurité intérieure, dans l'article L212.1, et ça fait un moment qu'il existe, et il est prévu même que le non-respect des lois de la République est une cause de dissolution de l'association. D'accord? Donc là, on est sur deux champs complètement différents. Ce même non-respect des lois de la République peut, sur l'aspect administratif, entraîner éventuellement la dissolution de l'association, mais n'imposez pas historiquement du fait de la dissolution, le fait qu'on soit obligé de restituer les sommes qui auraient été perçues ou les subventions publiques. Avec ce nouvel engagement dans le contrat d'engagement républicain, en parallèle de la dissolution, ça pourrait également être une cause d'obligation de restitution
des aides ou subventions publiques perçues. Le deuxième engagement sur la liberté de conscience. Deuxième engagement important, la liberté de conscience. On dit que l'association s'engage, ou la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif, exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. Bon, alors là aussi, c'est toujours le problème, on disait tout à l'heure, de définir un cadre juridique quand on veut dire des choses très génériques pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que du prosélytisme abusif? En pratique, ce terme ne veut rien dire. Prosélytisme, ça veut dire simplement que dire... quelque part, on autorise un prosélytisme non abusif. Donc, on a le Voilà. droit de faire du prosélytisme dans une certaine mesure. C'est là où il y a une ambiguïté juridique qui va se Une poser. vraie ambiguïté, et puis c'est surtout qui va définir ce qui est abusif et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que est-ce que ça va être à vous, en tant que membre de l'association ou dirigeant associatif, de déterminer ce qui est du prosélytisme abusif? J'aurais tendance à dire que de votre visu, il ne sera jamais considéré comme abusif. Le principe même d'une association, c'est en partie de faire du prosélytisme, sans qu'il soit abusif. C'est-à-dire d'aller chercher l'intérêt de ses membres. Bon, si on va dans une association pour pas défendre l'intérêt de ce qu'on veut défendre dans l'association, je vois pas trop l'intérêt. Bon, après, c'est là où ils ont rajouté ce terme d'abusif, mais vous voyez bien que ça va être difficile. On va voir que a posteriori, c'est l'administration elle-même qui va devoir contrôler ses engagements et leur réalité. Il va falloir que l'administration arrive à déterminer ce qui aurait été abusif et ce qui ne l'est pas. Et puis, le principe même de la liberté de conscience, c'est justement le fait d'adhérer à une association et suppose, ou présuppose même, la liberté de conscience. Sinon, on ne voit pas à quoi pourrait correspondre la contrainte qu'on pourrait nous appliquer à devenir membre d'une association. Et ça pose la question du deuxième alinéa dans le texte où on nous dit que cette liberté de conscience, finalement, elle requiert que l'association vérifie que leurs membres ont adhéré loyalement aux valeurs et aux croyances de l'organisation. Alors là aussi, on a du mal à définir à aujourd'hui, parce que le texte est malgré tout assez récent, ce qu'est une adhésion loyale. Et dans quel cadre une personne pourrait être considérée comme n'ayant pas adhéré loyalement à une association. Donc ça nous pose des difficultés parce qu'encore une fois, ces critères, ils ne sont pas écrits pour n'importe quoi. Demain, l'idée, c'est de vérifier qu'on les a respectés. Donc, encore faut-il savoir comment vérifier ces engagements. Troisième engagement qui est important, et alors là, ça peut entraîner quand même quelques sujets en interne, c'est la liberté des membres de l'association. Elle est définie comme ça, c'est que l'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, donc qui fixe la liberté associative, et le droit de ne pas en être arbitrairement exclu. C'est surtout sur ce deuxième point qu'on peut avoir éventuellement des difficultés dans certains statuts associatifs, c'est-à-dire qu'il va y avoir un travail à faire individuellement dans chaque association pour voir si les statuts et le règlement interne de l'association, le règlement intérieur ou les chartes ou le statut lui-même, permet aux membres qui seraient exclus d'éventuellement contester leur exclusion ou pas. C'est-à-dire au moins d'avoir des mécanismes qui évitent que l'exclusion soit arbitraire, c'est-à-dire choisie par d'autres sans pouvoir s'expliquer. Donc ça supposera éventuellement, dans des statuts qui seraient un petit peu contraires à ce principe-là, éventuellement de refondre la partie statutaire ou du règlement intérieur pour mettre en place une possibilité en cas d'exclusion de contradictoire finalement pour la personne qui serait exclue. C'est ça. Et surtout de prévoir, si ce n'est pas le cas, et malheureusement ce n'est pas toujours le cas, y compris dans les règlements intérieurs, tout ce droit de la défense et donc cette procédure de je convoque le membre, il a le droit de s'exprimer, il y a une commission qui va statuer, enfin voilà, une vraie procédure d'exclusion qui va respecter ces droits de la discussion et puis je ne vais pas retrouver le mot, mais du coup de
contredire effectivement les allégations pour que ce soit normé, clair, et que vous ayez une traçabilité écrite dans vos documents de pourquoi le membre a été exclu, quel est le droit de la défense on lui a donné, et les conclusions d'une commission désignée ad hoc et qui soit entre guillemets neutre dans les débats et qui ne comprennent pas les deux personnes éventuellement concernées ou en conflit. Et ça, effectivement, sur le terrain, on voit bien souvent que cette partie exclusion d'un membre n'existe pas, puisque je rappelle aussi que le principe, c'est qu'à l'adhésion, l'association peut librement accepter ou non un membre et n'a pas à s'en justifier. Par contre, dès lors qu'une adhésion est prise une fois, le fait de refuser de la renouveler ou effectivement de demander aux membres de quitter nécessite de ce respect du contradictoire et toute cette procédure. Et là, donc, ça a été réaffirmé, pardon, une nouvelle fois dans cet engagement numéro 3. Avant le 4 sur les égalités et non-discrimination. Alors, cet engagement 4, en fait, vous allez voir, il fonctionne en fait avec le suivant, hein, le 4 et le 5, il y a un petit peu une double lecture sur ces deux engagements. Le législateur s'est un petit peu pris, à notre avis, les pieds dans le tapis en reparlant deux fois de la même chose. Dans cet engagement 4, on parle effectivement de principe d'égalité, en disant que l'association s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. Donc on reprend finalement un texte qui est assez usuel quand on parle d'égalité dans l'ensemble de la documentation juridique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence fondée sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Je note néanmoins qu'il n'est évoqué nulle part la question politique, qui habituellement est reprise très souvent dans les questions d'égalité ou dans laquelle on dit qu'il ne faut pas faire de différence sur les appartenances éventuelles des personnes à une orientation politique. Donc, ce terme a été volontairement supprimé et on est vraiment sur quelque chose qui est basé sur la discrimination plutôt sexuelle et religieuse. Donc on en revient encore une fois à l'origine dans laquelle ce texte s'inscrit en fait, et une double lutte qui a été mise en place à la fois sur le volet des violences à caractère sexuel et sexiste. C'est pour ça qu'on réévoque à la fin de cet engagement ce point-là qui finalement, vous allez voir quelques minutes après, relève finalement plutôt de l'engagement numéro 5, plutôt que simplement la non-discrimination, et puis la lutte contre la radicalisation religieuse éventuellement qui peut poser des difficultés et qui a justifié aussi en partie la mise en place de ce contrat d'engagement républicain. La question surtout, c'est comment on va s'assurer en interne au niveau de l'association de comment on va respecter finalement cet engagement en matière d'égalité et de non-discrimination. La vraie difficulté, elle va être là, c'est-à-dire que autant lutter par principe contre la violence et le caractère sexuel ou sexiste, sur le principe et sur le papier, c'est relativement facile. Dans la réalité, comment on va devoir, qu'est-ce qu'on va attendre d'un dirigeant associatif ou des membres d'une association pour montrer qu'ils ont lutté contre ces difficultés-là. De la même façon, comment est-ce qu'on va montrer demain qu'on a entendu maintenir un strict respect entre les personnes au niveau du sexe, leur orientation sexuelle, l'identité, peu importe. Donc c'est finalement comment on va mettre ça en place, ça va être soit avec des procédures internes, donc ça va être à vous en fait de déterminer au sein de l'association et en fonction des risques ou des sujets qu'il peut y avoir dans votre association, comment on peut mettre en place ces contrôles de procédure. Donc il y a plein de modèles qui peuvent exister, qui existaient déjà un petit peu avant, mais qu'on a collectés. Ça peut être, par exemple, comme on a dans le domaine de l'entreprise, de mettre en place des référents harcèlement. Ou de mettre en place un système, comme on a déjà dans certaines associations, de réception de la parole. C'est-à-dire d'avoir un collectif ou une personne qui peut être amenée à recevoir les membres de l'association ou des tiers qui seraient en difficulté et qui auraient besoin de s'exprimer sur
le non-respect de cet engagement par un membre ou par l'association elle-même. Et puis derrière, c'est d'envisager aussi, puisque si on met en place une procédure et qu'on contrôle ça, ça suppose que derrière existe un mécanisme de sanction. Sauf que la vraie difficulté, c'est la gradation des sanctions qu'on va mettre en place et est-ce qu'on est les plus légitimes au sein de l'association pour les mettre? La question, c'est finalement, est-ce que c'est à nous de sanctionner en interne l'association ou finalement de fonctionner comme lanceur d'alerte en disant on a connaissance d'un fait qui pourrait être répréhensible, à charge pour l'État d'en assurer le respect et la sanction. Mais ce n'est pas forcément au sein de l'association, du moins dans tous les cas, que ça sera à mettre en place. Et puis, il y a un principe de vigilance qui existe de manière permanente et de prévention dans de nombreux droits et dans de nombreux secteurs associatifs, par exemple le droit du sport, les associations qui travaillent avec des enfants ou des personnes à handicap, il y a des principes de vigilance qui sont permanents et qui, bien évidemment, nécessitent d'adapter et de renforcer un petit peu au sein de l'association le contrôle de cet engagement. En fait, pour conclure sur cet engagement et puis enchaîner sur le cinquième, c'est vrai qu'on a un peu le sentiment qu'on a remis dans ce texte différents sujets d'actualité. On retrouve ces notions de violence faite aux femmes, de violence sexuelle dans le sport qui sont sorties ces derniers mois et qu'on a profité de ce texte pour remettre ça. Et donc sur le cinquième engagement, donc, il va traiter fraternité. Très honnêtement, si vous reprenez donc le 3, 4 et 5, vous avez liberté, égalité, fraternité. Voilà, ça donne un peu le sentiment, et c'est pour ça que c'est redondant ce cinquième. On a voulu remettre le principe républicain et donc avoir cette devise républicaine qui figure dans ce texte, même si derrière fraternité, ce terme n'a jamais été réellement défini juridiquement. Et du coup, on fait une petite redondance avec l'engagement 4. Je te laisse finir sur cet engagement, Pierre. Oui, en fait, voilà, on le disait, en fait, il n'y a pas réellement de différence. On comprend bien qu'on aurait pu tout fusionner dans le même, finalement, parce que vous voyez bien, on parle de fraternité et prévention de la violence, par exemple, en titre, alors que dans l'engagement numéro 4, si la question des violences sexuelles ou sexistes rentre pas dans le cadre de la prévention de la violence, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas bien compris. Mais vous voyez bien qu'en fait, on a dilué en fait ces engagements pour essayer à chaque fois de donner un petit peu d'exemple en plus. La seule particularité ici dans cet engagement numéro 5, c'est d'évoquer l'engagement de fraternité, mais finalement, ça renvoie à un des principes fondamentaux de la République, qui est d'action fraternelle. Et puis, le dernier alinéa qui vise néanmoins spécifiquement la question du racisme et de l'antisémitisme. Là encore, voilà, c'est pour des orientations purement textuelles, mais ça ne vise qu'un exemple parmi d'autres. Il faut bien comprendre que toute prévention de la violence, au sens générique du terme, devrait être mise en place. Sur l'engagement numéro 6, petite particularité, on est sur le respect de la dignité de la personne humaine. Donc là aussi, ça pose de réelles difficultés techniques suivant les associations, parce que la question de la dignité humaine, c'est une définition juridique, encore une fois, qui renvoie à un contenu qui est très connu des juristes. Ça vise à la fois le respect physique et le respect psychologique de l'ensemble des êtres humains et le respect de leur intégrité morale. Donc c'est quelque chose qui est très large, la dignité humaine. C'est pas un élément qui est anodin de marquer que l'association s'engage à n'entreprendre, ne soutenir ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité humaine. Il y a un terme qui est extrêmement difficile, c'est autant entreprendre et soutenir, on voit exactement ce que c'est, parce que c'est quelque chose de très positif, c'est-à-dire que c'est une action de l'association elle-même qui viserait à porter atteinte. La question qui se pose réellement, c'est que l'association ne doit pas cautionner de telles actions. Mais cautionner, ça veut dire quoi? Parce que la caution, elle n'est pas donnée par l'association elle-même, elle va être donnée éventuellement par des membres. Ça veut dire que tolérer quelque chose qui se passerait
à proximité de l'association ou dont elle aurait connaissance et sur laquelle elle ne ferait rien, ça revient à cautionner. C'est une vraie difficulté qui a été pointée dès 2020 par le Haut Comité à la vie associative, le HCVA, qui a participé aux travaux préalables à la rédaction de ce contrat et qui a mis en exergue très rapidement la question de la difficulté pour une association de savoir exactement ce que c'était que cautionner les actions d'une autre personne. Ça veut dire que, par exemple, une association qui aurait des liens avec une autre, qui aurait manifestement porté atteinte à la sauvegarde de la dignité humaine et qui serait éventuellement attaquée sur ce terrain, le simple fait d'avoir des relations très courantes avec cette autre association, en soi, pourrait être considéré comme la cautionner. Alors, c'est une vraie difficulté parce que ça veut dire que ça n'est plus simplement respecter soi-même ses engagements, mais c'est aussi s'assurer que toutes les personnes, tous les organismes avec qui on échange au quotidien ou qui peuvent se revendiquer d'être en lien avec nous, finalement, on revient à devoir contrôler aussi cet entourage. Donc, c'est une vraie difficulté au quotidien parce que c'est pas forcément votre job d'aller chercher justement ce qui est fait chez les autres. C'est déjà difficile de voir ce qui est fait dans votre association et d'en assurer le respect. Mais là, en plus, il faudrait s'assurer que ceux avec qui on échange au quotidien respectent eux-mêmes ces engagements. Donc, c'est une vraie difficulté technique. Et puis, il y a l'aspect purement interne qui est le respect aussi pour les associations qui sont employeurs, de s'assurer que dans le cadre de l'emploi des salariés de l'association, on respecte aussi cet engagement de dignité de la personne. Dernier engagement qui est prévu, vous allez voir, il est très générique, c'est que l'association s'engage à respecter finalement les symboles de la République. Le texte vise le drapeau tricolore, l'hymne national et la devise de la République. Bon, ce qui en soi est très bien, mais qui est malgré tout très limité, puisque les symboles de la République ne sont pas que cela, néanmoins, mais néanmoins, ça a vocation à rappeler un principe général, là encore, du respect même du drapeau, du principe général, et que l'association n'a pas vocation finalement à détourner les symboles de la République pour en faire, là aussi, un élément de prosélytisme abusif, toujours pareil. Donc l'idée, c'est de ne pas transformer l'hymne national, le drapeau, pour en faire un usage qui serait dévoyé. Donc vous l'aurez compris, hein, ces engagements, ils posent une problématique d'interprétation importante, donc ils vont devoir être clarifiés au fur et à mesure des jurisprudences. Et justement, donc on a déjà un premier cas, puisque à Poitiers, le mois dernier, donc mi-septembre, il y a déjà une demande du préfet de la Vienne, donc de retirer donc une subvention à une association, puisqu'elle organisait une manifestation lors de laquelle il y avait un atelier de désobéissance civique. Et donc le préfet a considéré que cet atelier était contraire aux valeurs de la République et donc contrevenait au contrat d'engagement républicain. Et que à ce titre, donc, elle devait on devait lui retirer les subventions accordées. Donc, on va attendre la suite et les nouvelles jurisprudences qui vont nous permettre, donc, au fil du temps, de mieux définir ces différents engagements et leurs implications. Mais malheureusement, à aujourd'hui, on ne peut pas vous donner de certitude sur chacun, mais vous alerter sur ce flou qui va perdurer quelques mois, le temps que la justice fasse son travail de clarification. Donc, comme on l'a également évoqué, hein, vous avez vu donc des différents nouveaux engagements, mais certains qui existaient déjà dans différents textes précédents et qui sont que des reprises ou remis dans ce texte. Et par contre, donc on a une condition de forme, donc ce contrat signé, doit être signé et figurer au dossier pour les demandes de subvention ou d'accueil en service public. Donc, ça me permet de répondre à la question qui est posée. Donc, la validité du contrat, logiquement, dès lors qu'elle est signée par le représentant de l'association, à un moment donné, il engage l'association tant qu'il n'a pas été dénoncé. Donc, après, tout va dépendre
ce qu'on va voir maintenant. Donc, c'est les modes de communication, comment on va formaliser cet engagement républicain. Donc, dans le texte, il y a une obligation d'information qui est imposée à l'association ou à la fondation, puisqu'ils doivent informer par tout moyen leurs membres de l'existence et du contenu de leur engagement, ainsi que de l'obligation de le respecter, hein. C'est-à-dire qu'on doit, non seulement les dirigeants signent au nom de l'association ce contrat, mais ils doivent faire connaître ce contrat à tous les membres, et leur demander également de respecter ce texte. Et donc respecté par les dirigeants, par les salariés, par les membres, par les bénévoles. Donc, vous voyez, c'est relativement large, puisque même donc, des bénévoles qui interviennent ponctuellement, qui ne sont pas membres de l'association, il va falloir qu'ils s'engagent à respecter ce contrat d'engagement républicain et qu'on mette en œuvre des procédures pour s'assurer qu'ils respectent cet engagement républicain. Et donc, on va prendre des mesures pour faire cesser les manquements dont elles ont connaissance. Donc, c'est ce qu'on disait, hein, il y a toute une mise en place de procédures de contrôle, de sanctions ou d'alerte qui va devoir être mise en place pour l'association pour justifier que dès qu'elle a connaissance de faits contraires à un de ces 7 engagements, elle met bien quelque chose en place pour que ça cesse, pour informer le membre, pour éventuellement l'exclure, en tout cas que ce soit formalisé pour que ça ne puisse pas lui être reproché. Donc dans ces moyens d'information, hein, on a plusieurs qui sont cités et un obligatoire. Donc on a les temps statutaires d'assemblée générale, hein, qui est l'occasion de faire connaître à tous les membres le contenu de cet engagement républicain. On a le panneau d'affichage, donc afficher ce contrat signé. Donc là aussi, à voir dans les faits et en pratique comment c'est, puisque si on est dans des locaux qui sont utilisés par plusieurs associations, est-ce qu'on va se retrouver avec une dizaine de contrats avec chacun une en tête d'association différente qui doit être signée? Est-ce que c'est valable pour tout le monde? Non, puisqu'il faut qu'il soit signé par chaque association. Donc ça peut vite devenir illisible avec une collection de contrats ou de reproduction de contrats sur un panneau d'affichage. Et en tout cas, si on possède un site internet, le site internet doit mentionner et reproduire ce contrat d'engagement républicain. Donc dès lors qu'on a un site internet, il faudra joindre quelque part dans le site ce contrat d'engagement républicain signé. Donc là, ça reprend, hein, toutes les questions, on l'a mis sous forme de questions parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément les réponses, mais c'est surtout de se dire quelle problématique ça peut poser. Donc, si je les mets dans les locaux associatifs par voie d'affichage, c'est aussi comment on s'assure effectivement que les membres en ont connaissance, puisqu'on doit s'assurer et les informer. Donc, est-ce que le fait de simplement afficher, il y a très bien des membres qui peuvent très bien ne jamais aller voir ce panneau d'affichage, et donc ils n'auront pas cette information alors qu'on leur demande de le respecter. Si on le met dans la charte ou dans les statuts associatifs, mais là, du coup, c'est une contrainte juridique, puisque si je l'annexe à mes statuts, j'ai du juridique à faire, puisque je dois redéposer sur le site asso.gouv mes statuts pour qu'ils soient validés en préfecture avec cet engagement républicain qui est signé. Du coup, s'il y a une modification, il s'impose. Après, il va donner une certaine valeur au même titre que tous les articles des statuts ou pas, parce que s'il est juste annexé mais qu'on n'y fait pas référence dans les statuts, quelle valeur il a en tant que tel. Dans le règlement intérieur, donc là aussi, pourquoi pas, donc, mais si on change le règlement intérieur, faut penser à maintenir l'annexion de ce contrat d'engagement républicain, de faire le lien entre les articles et le fonctionnement du règlement intérieur pour qu'il n'y ait pas de choses qui se contredisent ou qui prévoient bien dans les procédures les différents respects des 7 engagements. Pour s'assurer que les salariés le respectent, est-ce qu'il faut l'annexer ou l'inclure dans leur contrat de travail pour être sûr qu'ils en prennent connaissance et que du coup ce soit un motif de sanction disciplinaire. Là aussi, on verra demain s'il y a des problématiques de prud'homme liées à ça, parce que licencier un salarié pour le non-respect d'un contrat d'engagement républicain,
C'est pas tout à fait dans le droit du travail, donc à voir également comment ça va se mettre en œuvre, ou éventuellement dans les bulletins d'adhésion pour que les membres en aient connaissance. Et en externe, donc sur le site internet de l'association, donc ça c'est une demande, hein, c'est écrit dans le texte, donc voilà, est-ce qu'il faut le reproduire sur une page? Est-ce que ça va être sur la page d'accueil? Est-ce que c'est dans des documents juridiques officiels, dans un onglet caché quelque part? En tout cas, ça c'est pas précisé quelle publicité on doit en faire, ça doit être présent, mais c'est pas indiqué que ça doit être non plus en première page et accessible dès la première connexion. Et donc cette question d'exemplaire original signé. Donc effectivement, il doit être signé, hein, donc on imagine bien une signature. Par contre, il faut s'assurer de sa conservation dans le temps. Et comme une question qui a été posée, en cas de changement de dirigeant, etc., il faut effectivement que ce contrat, s'il est annexé à aucun autre texte et que c'est juste un document annexe qui a été signé une fois, il puisse suivre dans la vie de l'association les différents dirigeants et rester dans les papiers. Donc voilà, quelle procédure de conservation on met en place. Donc, sur toutes ces questions pour lesquelles on n'a pas aujourd'hui de réponse, puisque c'est trop neuf et qu'on n'a pas de jurisprudence sur le sujet, ce qu'on conseille, nous, c'est de se limiter à ce qui est demandé dans le texte et pas plus. Donc, affichage dans les locaux et diffusion sur le site internet. Et après, donc avec le temps, on pourra adapter en fonction de ce qu'on verra en pratique et dans les différentes jurisprudences. Avec Alors, juste toutes les peut-être questions une que je dois petite poser, précision ouais, sur la diffusion sur le site, juste pour être précis, parce que j'ai commencé à regarder quand même pas mal d'associations qui commencent à donner cette information sur leur site. On revient sur un élément que Loïc disait tout à l'heure, c'est d'une façon ou d'une autre, il faut le retrouver, c'est le contrat signé. C'est pas simplement l'évocation du contrat, mais on doit retrouver sur le site internet de l'association le contrat lui-même. J'ai vu pas mal d'associations en faisant un petit tour d'horizon qui évoquaient le respect des engagements, mais sans reprendre le texte intégral ou sans faire figurer le texte du contrat dans son intégrité. Ça ne nous semble pas nécessairement répondre à l'obligation qui est prévue par la loi. Et puis ça pose une deuxième difficulté, c'est, alors, même si beaucoup ou quasiment toutes les associations ont un site internet, ça veut dire que demain, une association qui veut avoir des aides ou des subventions publiques doit avoir un site internet, en pratique. Ça veut dire que la petite association locale qui peut avoir des aides d'une mairie pour une mise à disposition d'un local au fin fond de la France et qui n'a pas de site internet, demain, pour avoir droit à des aides et subventions publiques, elle a l'obligation de les diffuser sur son site. Donc ça induit de fait d'en avoir un. C'est des éléments pratiques qui ne sont pas nécessairement anticipés à aujourd'hui. Donc encore une fois, ça sera sûrement précisé à l'avenir par d'autres compléments de décret ou circulaires. donc sur les questions qui sont posées, donc oui, le contrat il concerne tous les adhérents, hein, donc tous les membres de l'association, tous les pratiquants, tout l'environnement de l'association, parce que c'est bien ce qui est prévu, hein, membres, bénévoles, licenciés, adhérents, etc. Donc, il faut s'assurer que tous ces membres ont l'information et vont respecter ce contrat. Et sur la circonscription de cet engagement, c'est là où on a effectivement un flou, mais si vous savez de notoriété qu'un de vos membres ne respecte pas ses engagements dans sa vie de tous les jours, le fait de l'accepter dans l'association et de ne rien faire, ce qu'on disait tout à l'heure, on a connaissance de faits, on en devient quelque part responsable, donc on n'a pas la jurisprudence là sur le fait, mais si on prend l'esprit du texte, on aurait quelque chose à faire envers ce membre qui ne respecte pas, même si ce n'est pas au sein de l'association, mais qui ne respecte pas au quotidien les engagements républicains, puisqu'il n'est pas précisé que les membres ne doivent le respecter que dans leur pratique associative. Alors, j'enchaîne sur les sanctions, puisqu'effectivement, il y a des sanctions qui sont prévues. Donc là aussi, on va voir que c'est pas
totalement clair, puisque je vous ai mis en bleu hein, les termes qui sont le plus importants. Donc, c'est dès lors que ces organes dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser compte tenu des moyens dont ils disposaient. Et là, on retrouve, hein, vous voyez bien au-dessus, hein, ces dirigeants, ces salariés, ces membres, ces bénévoles. Hein, donc, c'est très, très large sur ceux qui sont commis par eux et directement liés aux activités de l'association. Donc là, bon, ça répond en partie. Hein, donc, effectivement, si ce n'est pas directement, on n'a pas forcément de sanctions à prendre au sein de l'association, mais ça posera la question de la qualité de votre membre quand même, si on sait qu'il fait subir des violences à sa femme, par exemple, est-ce qu'on doit quand même l'admettre comme membre? Ce n'est pas directement lié, mais ça posera une question générale de la qualité du membre. Donc, il faut être informé des agissements. Donc, ça va poser la question de comment on en est informé. Est-ce qu'il faut quelle procédure être pour s'assurer que les faits, est-ce qu'ils ont été rapportés? Quelle valeur on va dire on dit qui vont être dit en disant un tel aurait fait ça, mais on n'en a pas été le spectateur direct, donc quelle valeur donner? Et le contenu des moyens dont il disposait, donc ce qui restreint le cadre, puisque ça va laisser entendre qu'en fonction de la nature de l'association, de sa taille, de son organisation, elle pouvait avoir plus ou moins de moyens d'agir sur les actes répréhensibles à ce contrat d'engagement républicain. Donc tout ça n'est pas très clair sur ce qu'on doit précisément faire. En tout cas, ce qui est plus clair, c'est que si on ne respecte pas ce contrat d'engagement républicain, donc l'autorité attributrice va retirer la subvention ou l'agrément, et puis donc l'aide pour l'accueil des jeunes en service civique. Donc, on ne peut pas retirer une subvention pour un manquement antérieur à l'octroi de la dite subvention. Donc, si la subvention elle vous est accordée pour le 1er janvier 2023 sur l'année civile, si votre acte répréhensible il a lieu en 2022, si on vous l'accorde en 2023, du coup, ça ne concernera pas, les actes de 2022 ne remettront pas en cause la subvention de 2023. Ça porte sur un prorata de la période concernée couverte par la subvention qu'il restait à couvrir à la date du manquement. Donc, même chose, votre subvention de l'année 2023, si les actes ont lieu au 1er juillet, du coup, vous avez du 1er janvier au 30 juin, on vous laisse la subvention. Par contre, à compter du 1er juillet, comme le manquement est avéré, on vous retire la subvention. Donc, il y a un petit peu quand même une ambiguïté sur ces deux alinéas, puisque si en 2023 on a connaissance de faits qui ont eu lieu en 2022 qui étaient répréhensibles, mais que pour autant on considère que la subvention 2023 reste acquise parce qu'on l'a accordée après, alors qu'une subvention accordée en début d'année 2023, on s'aperçoit de faits en cours, on laisse une partie de l'année valable et puis l'autre qui est plus valable définitivement. Voilà, ça laisse quelques questions, puisque du coup, une association qui ne respecterait pas pendant un temps donné, on lui retire toutes les subventions, y compris celles à venir. Et par contre, si on l'a fait avant et qu'on se fait prendre, on garde les subventions futures. Donc, il y a une petite dichotomie là qui conviendra de voir dans les faits comment ça va se passer. Donc l'administration a une procédure à respecter, donc on informe l'association ou la fondation de l'intention de retirer la subvention ou l'agrément. Il y a un droit de réponse de l'association de la fondation, donc par écrite ou lors d'une audition. Et si le manquement est établi, donc est établi par l'autorité administrative qui a versé la subvention, dans ce cadre-là, on n'est pas encore en litige. Donc l'administration exige le remboursement de la subvention qui doit être fait dans les 6 mois. Par contre, si l'association ou la fondation n'est pas d'accord, on a le droit de la contester devant le tribunal administratif.
Donc c'est là où on aura un certain nombre de jurisprudences qui vont apparaître et qui vont nous permettre de mieux encadrer ce dispositif. Alors, vous l'avez vu, hein, face à un cadre législatif qui est quand même assez vague à aujourd'hui, on n'a pas encore beaucoup de recul sur l'interprétation de ces textes, même si on a quelques avis ou quelques idées par rapport à ce qui a été fait historiquement. Face à des textes comme ça, la meilleure stratégie, c'est au moins de voir en interne déjà avant de signer ce contrat d'engagement républicain si votre cadre juridique associatif et si la réalité de votre association colle avec ce que vous allez déclarer dans ce contrat d'engagement. Pour l'essentiel des engagements, ça va être relativement simple, mais c'est un travail qui peut être à faire au moment où vous allez signer ce contrat d'engagement républicain. Encore une fois, pas forcément pour rien, c'est au moment d'une demande de subvention, quand vous allez rédiger ce contrat, c'est de reprendre article par article et de voir si vos statuts, si votre règlement intérieur, si les publications que vous avez fait au cours de l'année ou les temps avant ne trahissent pas, si vous voulez, ce que vous êtes en train de déclarer dans ce contrat d'engagement républicain. Encore une fois, dans la plupart des cas, il n'y a pas de vraie difficulté, mais c'est déjà de s'assurer de ça, a priori avant de faire le contrat, et aussi de faire un contrôle a posteriori. Loïc le disait, à partir du moment où on m'a octroyé des aides, il faut aussi finalement une sorte de permanence, faut que je m'assure que je continue de respecter ces engagements. Il ne s'agit pas de les respecter qu'au moment où on demande la subvention et au moment où on rédige le contrat, et puis se dire, bon, de toute façon, après, peu importe, j'ai signé le contrat, j'ai eu mon aide, donc c'est gagné, j'ai plus rien à vérifier. Donc il y a aussi ce contrôle a posteriori et comment on le met en place dans l'association. Par nature, on a tendance à considérer, nous, que c'est les dirigeants associatifs ou les membres du conseil d'administration ou du bureau qui sont le plus à même de regarder ce sujet-là. Donc ça veut dire qu'il faut l'organiser finalement dans les missions du bureau ou du conseil d'administration et peut-être faire une revue une fois par an de ce sujet-là si vous êtes concerné. C'est-à-dire que si effectivement vous faites des demandes régulières de subventions, il y a un vrai sujet là-dessus, il faut peut-être avoir en interne des outils de contrôle, des 2-3 personnes qui vont être dédiées à ce sujet-là. La mise à jour des documents juridiques également, on l'a dit, c'est tout à l'heure, c'est pas simplement diffuser sur le site internet ou signer le contrat, mais c'est aussi, vous devez vous assurer en interne que tout le monde a bien compris ces engagements, puisque finalement, ça engage l'association au sens général, c'est-à-dire finalement ses membres, ses dirigeants, les bénévoles qui y participent. Alors, quand bien même on ne l'intègre pas dans les contrats de travail, puisque nous, notre position, c'est de dire, soyons pas plus royalistes que le roi, on ne vous l'impose pas aujourd'hui, donc tant qu'on ne vous l'impose pas, on a tendance à dire, faites ce que vous voulez, mais n'en faites pas trop non plus, parce qu'il ne s'agit pas de se créer un cadre juridique plus contraignant. Mais par contre, il faut s'assurer que les membres, les bénévoles, ont bien connaissance de cet engagement-là. Et que, encore une fois, dans les échanges qu'ils peuvent avoir au nom de l'association, ou quand ils représentent l'association, ou quand ils y participent, qu'ils respectent ces engagements, ou du moins que manifestement, ils n'y portent pas atteinte. Après, la question a été posée de savoir si en dehors, dans leur vie personnelle, ils ont d'autres positions. Vous n'êtes pas là pour tout contrôler. Néanmoins, je suis d'accord avec Loïc, si manifestement les prises de position qu'ils ont et le rôle actif qu'ils ont au sein de l'association se télescopent à un moment donné, ça pose quand même une vraie difficulté qu'il faut quand même anticiper et au moins analyser. Pas forcément en tirer des conséquences, mais au moins ne serait-ce qu'évaluer la problématique que ça peut avoir et le risque de remise en cause des subventions, des aides que vous auriez pu avoir au sein de l'association. Donc il y a tout ce travail de réflexion, à notre avis, à faire en interne et qui est nécessairement adapté, bien évidemment, au volume et aux activités de votre association. Donc c'est difficile d'imposer là aussi des obligations type à toutes les associations qui ne se ressemblent pas. Bien évidemment que celles qui
où il y a beaucoup de membres, la responsabilité des dirigeants pour contrôler le fonctionnement de tous les membres ou de tous les participants à l'association est un peu plus diluée que sur une association qui serait très restreinte à quelques membres ou à un bureau. Là, forcément, derrière, vos obligations risquent d'être plus ténues. Donc, en pratique, on a essayé de vous synthétiser ça en quatre éléments principaux. Faire une revue de ces critères républicains au sein de l'association ou de la fondation, donc c'est mettre en place ce contrôle interne en définissant un référent ou 2-3 personnes maximum ou des membres du conseil d'administration. Et quand est-ce qu'on le fait? Communiquer en interne sur le contrat d'engagement républicain et ses conséquences pour l'organisation. On l'a dit, c'est à minima un affichage dans les locaux si on en a, sur le site internet si on en a un. Mais néanmoins, probablement, ce qui peut être le plus judicieux, c'est peut-être de le communiquer là à la prochaine assemblée générale que vous faites si vous êtes amené à le signer. Ça fait partie des éléments peut-être significatifs de l'exercice, au même moment où vous allez parler dans le bilan financier de l'année des subventions reçues, ben, ça peut être l'occasion d'évoquer que, à ce titre-là, le contrat d'engagement républicain a été signé et que vous en tenez à la disposition des membres le duplicata. Mettre à jour votre documentation juridique, donc on l'a dit, c'est vérifier notamment dans vos statuts, vos règlements intérieurs, que aucune des règles ne trahit finalement ces engagements que vous allez prendre dans le contrat d'engagement républicain, et puis notamment cette question des droits de la défense qu'on a évoqué avec Loïc tout à l'heure, en cas d'exclusion d'un membre, de prévoir un mécanisme un petit peu de sauvegarde. S'assurer de ce suivi de ces critères, on l'a dit encore une fois, c'est pas simplement un one-shot, on le fait pas au moment où on fait la signature du contrat, mais il faut suivre ces engagements. Encore une fois, il ne s'agit pas de se dire en 2022, je vais demander des aides, donc je respecte les engagements. 2023, j'ai pas l'intention de demander des aides, donc c'est la fête, je peux faire ce que je veux et respecter aucun principe. C'est pas comme ça que ça va marcher. Même si le texte, mécaniquement, il est peut-être un peu mal rédigé sur ce terrain-là, on comprend bien quand même que l'idée derrière, c'est d'être un peu permanent dans ces engagements républicains. C'est pas choisir les années où on en a vraiment besoin. Et puis, pour aller plus loin, c'est s'assurer la conformité pour les associations qui ont un agrément ou qui appartiennent à une fédération. Là, vous pouvez aussi avoir des contraintes qui sont plus spécifiques, qui sont liées à l'appartenance aux fédérations, aux unions, qui elles-mêmes vont pouvoir peut-être imposer un certain nombre de critères aussi, qui vont s'ajouter à ce mécanisme qui est légal. Voilà, donc je m'excuse déjà parce qu'on a dépassé un peu le timing qu'on avait donné, mais c'est vrai que chaque engagement, chaque thème pose beaucoup de questions et peu de réponses en face, donc c'était un peu plus long qu'on ne pensait faire. Je vais essayer de remonter les questions posées pour vous apporter quelques réponses. Donc là, auprès de quel organisme faut-il déposer le contrat signé? En fait, il n'y a pas d'organisme auquel le déposer. C'est à l'association de le conserver, signé. Donc voilà, faut le signer, le conserver, en faire la publication auprès de ses membres comme c'est demandé. Enfin, la publicité auprès de ses membres et s'assurer qu'ils le respectent, mais il n'y a pas un endroit, voilà, c'est pas comme les comptes annuels, on va les déposer sur le site des JO avec nos comptes annuels. C'est vraiment interne à l'association. Est-ce que l'association doit faire respecter les engagements pour leurs usagers bénéficiaires non membres? Alors je dirais que quelque part, ce serait antinomique puisque si on prend je vais prendre l'exemple d'une association qui lutte contre les violences faites aux femmes et qui essaye de réinsérer les hommes, ou les violences faites aux hommes et qui essaie de réinsérer les femmes, pour être totalement, voilà, pas prendre de position, ça exclurait du coup qu'on prenne en charge un public qui est justement entre guillemets déviant des valeurs républicaines pour les réinsérer ou les réadapter. Donc je pense que la notion d'usager et de bénéficiaire, dès lors que c'est dans un cadre effectivement de réinsertion et que c'est un public cible, n'est pas concernée. Par contre, tout l'encadrement, les bénévoles qui interviennent, effectivement, ils doivent tout remplir ces conditions. Mais sinon, on va exclure de fait
toute personne marginale ne pourrait plus bénéficier d'aucun service d'une association ou être pris en charge parce que il ne respecte pas. Je pense pas que le texte, en tout cas, ait vocation à aller au-delà de ça. Au-delà de l'association que risque le mandataire social à titre individuel, c'est toute la question effectivement de la responsabilité du dirigeant associatif, puisqu'il va avoir signé au nom de l'association le contrat d'engagement républicain et on demande à l'association de respecter ce texte. Donc, c'est l'association qui est responsable. Néanmoins, si en tant que personne, on n'agit pas et qu'il y a des faits qui sont reprochés, il pourrait y avoir du coup un procureur de la République qui intente une procédure envers les dirigeants pour ne pas avoir révélé des faits ou ne pas avoir été lanceur d'alerte alors qu'ils avaient connaissance manifeste de faits. Mais là, pour le coup, ce ne serait pas dans le cadre du contrat d'engagement républicain. Pour préciser sur ce point, on avait il y a quelque temps fait un webinaire sur la responsabilité des dirigeants et d'associations. Ça ne change rien à ce principe-là, c'est-à-dire que le non-respect par l'association de ses engagements ou d'un des membres n'engage pas nécessairement la responsabilité du dirigeant, je suis d'accord avec Loïc, dans la mesure où pour engager la responsabilité du dirigeant associatif, encore faut-il montrer une faute qui lui est personnelle et qui est détachable de l'association, c'est-à-dire il peut être responsable au nom de l'association, c'est-à-dire que l'association elle-même soit responsable et que, en tant que dirigeant, il en assume les conséquences qui peuvent être financières ou autres là-dessus, mais de là à engager sa faute personnelle, c'est-à-dire à titre personnel, non pas en tant que dirigeant associatif, mais à titre personnel en tant que personne, c'est fondamentalement différent. Effectivement, ça supposerait d'avoir connaissance de faits personnellement et de ne pas les avoir révélés alors qu'on avait manifestement connaissance du caractère frauduleux de ça. C'est pas simplement, si vous voulez, le non-respect par des tiers de leurs propres engagements républicains. On ne demande pas aux dirigeants associatifs d'être les garants de la bonne morale républicaine de l'État. C'est pas votre rôle, c'est le rôle de personne, à part le rôle de l'État lui-même et du juge. Donc, à un moment donné, c'est l'administration qui a ce propre rôle et non pas à vous. Donc, on ne peut pas engager votre responsabilité sur ce seul terrain-là qu'un tiers, un usager de votre association ne respecterait pas ses propres engagements. D'accord. Après, bon, il y a pas mal de questions sur des natures de subventions. Donc là, je suis désolé, on ne va pas pouvoir répondre à chacun, mais je vais vous renvoyer sur ce qu'on disait en début de présentation. Il faut retourner sur la notion de subvention. Donc, c'est vraiment un versement discrétionnaire par une autorité administrative sans contrepartie. C'est ça la nature de subvention. Donc, dès lors que là, je ne vais pas répondre à tous, mais voilà la notion d'OGEC, enfin, dès lors que c'est un contrat, il y a un enseignement qui est en face, enfin, qu'il y a des contreparties, qu'il y a une obligation de l'autorité parce que on rentre dans un cadre légal et que de ce fait-là, on a un financement qui est octroyé, ce ne sera pas la nature de subvention. Donc, c'est vraiment cas par cas, aller réinterroger le financement reçu pour savoir s'il répond à la notion de subvention conformément à la l'ANC 2018-06 ou si c'est devenu une contribution financière publique parce que il y a une obligation de versement ou il y a des contreparties manifestes au versement liées à l'activité. Voilà, si c'est effectivement en fonction du nombre de journées qu'on fait, on a un financement qui est directement lié, il y a une contrepartie qui est manifeste. Donc là, il faut vraiment revoir ça. CER a été signé, c'est présenté aux membres. Oui, oui, il doit être présent. Le contrat d'engagement républicain qui a été signé lors d'une demande de subvention, vous l'avez signé au nom de l'association. Donc, à partir de là, ce document doit être communiqué aux membres de l'association et aux salariés qui doivent le respecter. Pour chaque structure, non, le CER, il est unique du coup. C'est celui qui est à l'annexe du décret du 31 décembre 2021. Donc, on le signe une fois
pour toutes. On le signe une fois pour la vie de l'association et ça l'engage tant qu'on ne le dénonce pas, ce que je disais tout à l'heure. Donc, on n'a pas besoin de le signer pour chaque commune qui on va demander une subvention, etc. C'est celui qu'on a signé, qu'on peut joindre s'il demande une copie du contrat. On joint toujours le même contrat qui a été signé une fois, mais on n'a pas à en signer 10 différents parce qu'on demande 10 subventions. Donc voilà, je pense. Les assos d'utilité publique ne sont pas concernées. Alors, elles sont concernées de pouvoir respecter l'engagement, mais de facto, on considère qu'elles n'ont pas besoin de le signer parce qu'elles le respectent déjà. En fait, c'est l'obligation de signature qui ne s'impose pas aux associations reconnues d'utilité publique parce que, de par leur reconnaissance, la préfecture a normalement déjà fait le nécessaire de vérifier que l'association ou la fondation respectait ces valeurs de la République. Donc, il n'y a pas nécessité de le resigner. Par contre, il y a nécessité de respecter les 7 engagements. Donc, c'est vraiment une petite formalité qui est soustraite à tous ceux qui sont reconnus d'utilité publique. Donc, de juste signer le document, mais tout le reste des textes s'appliquent et les sanctions s'appliquent également. Donc, vous êtes concerné en tant qu'association d'utilité publique. Eh bien, écoutez, je vous remercie de vos participations et de toutes vos questions. Donc, si vous voulez poursuivre, n'hésitez pas à communiquer avec vos référents locaux, puisque comme le webinaire était ouvert sur tout le territoire, donc vous avez les noms à l'écran dans les différentes régions de ceux qui seront à même de répondre à vos questions ou de vous accompagner sur des problématiques juridiques ou de mise en place. Et puis, vous donner quelques prochains webinaires que nous allons vous proposer. Donc, une conférence qui va être à la fois en présentiel et en distanciel, donc qui sera organisée au Musée des Confluences à Lyon le 16 novembre 2022, donc sur la notion de valeur sociétale créée par l'association. Donc, une thématique assez riche et d'actualité sur l'intérêt des associations et comment elles impactent la société. Et puis, interne là, donc à Inextinso, on aura donc le plaisir de vous proposer un webinaire sur les fonds de dotation le 6 décembre. Le 7 février, un point d'actualité avec donc ce qu'il aura pu y avoir dans les lois de finances ou de financement de la sécurité sociale et qui concerne le secteur de l'économie sociale et solidaire, donc le 7 février 2023. Un point sur les bonnes pratiques juridiques pour préparer vos assemblées générales le 4 avril et sur l'appel à la générosité du public le 13 juin 2023. Donc voilà les prochains rendez-vous sur le semestre à venir. Et encore une fois, donc on vous remercie de votre attention. Désolé d'avoir pris un peu plus de temps que prévu. Et donc, on vous fera passer le replay, le support. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers votre interlocuteur d'Inextinso. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. Bonne journée à tous.